Il a fait valoir que les recherches menées par son unité ont démontré qu'il n'y avait aucune preuve fiable que les vaccins étaient efficaces pour prévenir la grippe et il a accusé le gouvernement de fonder ses programmes de vaccination de masse contre la grippe principalement sur les affirmations des fabricants de produits pharmaceutiques. Le problème a atteint son paroxysme en 1976 lorsque le président Gerald R. Ford a signé un projet de loi attribuant 135 millions de dollars pour vacciner 140 millions de personnes contre la grippe porcine cet automne et l'hiver suivant. Le docteur Morris a été franc dans son opposition aux inoculations. Les événements ultérieurs ont semblé soutenir le scepticisme du docteur Morris. L'incidence de la grippe porcine chez les vaccinés était 7 fois plus élevée que chez ceux qui n'avaient pas été vaccinés, selon des articles de presse. De plus, 12 Américains qui avaient été vaccinés contre la grippe porcine sont morts de complications liées au syndrome de Guillain-Barré, une polyneuropathie affectant le système nerveux périphérique. Plus de 200 personnes ont été paralysées selon les médias. Au début des années 70, avec son avocat James Turner, le docteur Morris a dressé une liste de ce qu'ils ont qualifié d'erreurs et d'inefficacité dans les tests et l'homologation des vaccins, ce qui selon lui mettait en doute leur valeur pour le public. Elle a été envoyée au sénateur Abraham A. Ribikoff, D-Con, qui dirigeait un sous-comité sénatorial qui supervisait le NIH. Ribikoff a rendu la liste publique. Un comité d'enquête nommé par le gouvernement fédéral n'a trouvé que quelques irrégularités mineures qui n'impliquaient aucun risque pour le public. Source. Le spécialiste des vaccins J. Anthony Morris décède à 95 ans par Bart Burns. 3 juillet 2014, Washington Post. Le professeur Robert Simpson de Rutgers évoqua les possibles dangers des vaccins lors d'un séminaire de 1976 pour les auteurs scientifiques parrainés par l'American Cancer Society. Les programmes de vaccination contre la grippe, la rougeole, les oreillons, la polio, etc. peuvent en fait ensemencer les humains avec de l'ARN pour former des provirus latents dans les cellules de tout le corps. Il pourrait s'agir de molécules à la recherche de maladies. Lorsqu'elles sont activées dans des conditions appropriées, elles pourraient provoquer diverses maladies, notamment la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, le lupus érythémateux disséminé, la maladie de Parkinson et peut-être le cancer. Source. National Childhood Vaccine Injury Compensation Act, page 320. À propos de l'auteur, Richard Moskowitz. MD est un médecin agréé depuis 1967. Il a obtenu son BA de Harvard en 1959. Phi Beta Kappa, cum laude, en études générales, sciences biochimiques. Il a obtenu son doctorat en médecine à l'Université de New York en 1963. Après avoir obtenu une bourse d'études supérieures en philosophie à l'Université du Colorado, il a effectué son internat au St. Anthony's Hospital de Denver. Le docteur Mendelssohn a déclaré que le plus grand danger pour la santé des femmes américaines était souvent leur propre médecin et a soutenu que les médecins chauvins soumettaient les patientes à des procédures médicales dégradantes, inutiles et souvent dangereuses. Les traitements contre le cancer comme l'hystérectomie et la mastectomie radicale, selon Mendelssohn, étaient parmi les interventions chirurgicales les plus indistinctement recommandées. Source. Barbara Cleban Mills, an outspoken physician, says the biggest threat to a woman's health is her own doctor. People, 7 septembre 1981. À une époque où les effets secondaires des médicaments et les risques des traitements médicaux étaient à peine connus,
Sauf des médecins, le docteur Mendelssohn a insisté sur le fait que les patients avaient également droit à de telles informations. Dans le premier de ses livres a attiré une large publicité, Confessions of a Medical Heretic, Contemporary Books, 1979. Il décrit ses efforts pour rendre accessible au public le Physician's Desk Reference, le guide faisant autorité sur les médicaments et les traitements médicaux. Mendelssohn s'est opposé à la vaccination des enfants, affirmant que les injections sont dangereuses et sans valeur. Source. Pédiatre réussi, tournée Gadfly, Maverick, Medical, Dr. Roberts S. Mendelssohn, 61. Los Angeles Times, consulté le 24 novembre 2018. La National Childhood Vaccine Injury Act, NCVIA, de 1986. 42 USC 300 AA-1 à 300 AA-34 a été promulgué par le président des États-Unis, Ronald Reagan, dans le cadre d'un projet de loi sur la santé plus vaste le 14 novembre 1986. L'objectif de la NCVIA était d'éliminer la responsabilité financière potentielle des fabricants de vaccins en raison des réclamations pour blessures liées aux vaccins afin d'assurer un approvisionnement stable en vaccins sur le marché pour fournir un arbitrage rentable pour les réclamations pour blessures liées au vaccin. Source. Reagan signe le projet de loi sur les exportations de médicaments et le paiement des blessures causées par les vaccins. Le New York Times, 15 novembre 1986, consulté le 20 septembre 2018. Source US Legal, INC, Loi nationale de la loi sur les blessures par les vaccins chez les enfants, NCVIA, et définition juridique, définition.uslegal.com, uslegal, INC. Consulté le 20 septembre 2018. Le virus H1N1 humain réapparaît en 1977 en Union soviétique et en Chine. Des virologistes, se fondant sur des tests sérologiques et génétiques précoces, suspectent rapidement une fuite de laboratoire pour un virus datant de 1949-1950. Des soupçons ensuite confirmés grâce au progrès des techniques de génomique. En 2010, cette confirmation devient un fait scientifique. Source. La réémergence du virus de la grippe H1N1 en 1977, une mise en garde pour estimer les temps de divergence à l'aide des dates d'échantillonnage biologiquement irréalistes. Joël Wertheim, journals.plos.org. Le cas le plus célèbre d'une souche virale échappée d'un laboratoire concerne la réémergence de la grippe H1N1. La grippe AH1N1, observée pour la première fois en Chine en mai 1977 et quelques temps après en Russie, affirment des chercheurs. Le virus a sans doute fuité d'un laboratoire qui préparait un vaccin à base d'une souche atténuée de H1N1. Et ce pour répondre à l'alerte déclenchée par la pandémie américaine de grippe porcine. Aujourd'hui, le grand public demeure quasiment ignorant des origines laborantines de la grippe russe de 1977, et ce malgré une analogie évidente avec les craintes que peuvent susciter d'éventuelles pandémies de grippe aviaire H5N1 ou H7N9 et d'autres expériences à gain de fonction. Les conséquences d'une fuite d'un virus aviaire extrêmement létal, doté d'une contagiosité accrue, seraient à l'évidence bien plus graves que la fuite de 1977, qui ne concernait qu'une souche saisonnière et sans doute atténuée et une population majoritairement immunisée. Scandale vaccin contaminé. En 1955, grâce au docteur Jonas Salk, les humains ont enfin une arme contre la polio, un fléau mondial qui touche à l'époque des centaines de milliers de personnes et en tue des milliers.
En 1960, alors que les cas de polio sont en chute libre, une chercheuse du National Institutes of Health découvre que le vaccin Salk est contaminé par un virus de singe. Le vaccin est issu de cultures faites sur des tissus rénaux de singes asiatiques qui se révèlent carcinogènes chez des animaux de laboratoire. Le SV40, Simian virus 40, est isolé l'année suivante et l'Agence américaine de santé publique demande alors discrètement aux compagnies pharmaceutiques de débarrasser le vaccin de cet intrus. Cependant, elle n'exige pas le rappel des stocks déjà en circulation, soit plus d'une année d'approvisionnement. La position des autorités médicales américaines n'a pas changé entre 1961 et 2001. Oui, le vaccin a été contaminé par le SV40, mais il n'est pas présent dans les tumeurs humaines, ou en infime quantité, et les analyses donnent des résultats contradictoires. Et les nombreuses études menées sur les populations exposées au vaccin contaminé n'ont jamais pu démontrer une augmentation des cas de cancer. Voilà qui fait bondir le camp adverse, composé de nombreux scientifiques qui étaient fort sceptiques avant de commencer leurs travaux sur le SV40. Selon eux, ce virus est présent dans les tumeurs, en très petite quantité certes, mais il est redoutable. En effet, de plus en plus de travaux établissent un lien entre le SV40 et certains cancers du cerveau, du mésothéliome, habituellement relié à une exposition à l'amiante, et des os. Le lien n'est pas direct, mais ces chercheurs sont convaincus que le SV40 joue un rôle clé et qu'il faut élucider son mode d'action pour non seulement soigner les personnes atteintes de ces types de cancers, mais aussi mettre au point un vaccin qui, en neutralisant le SV40, court-circuiterait la carcinogénèse. La presse grand public finit par se saisir d'abord partiellement de cette affaire le 26 juillet 1961 quand le New York Times annonce le retrait par Merck et Park Davis de leur vaccin anti-polio jusqu'à ce qu'ils trouvent le moyen d'y garantir l'absence d'un virus simien, dont rien n'était dit du potentiel oncogène. En fait, les laboratoires Merck avaient suspendu l'expédition de leur vaccin Purivax dès le mois de mai quand leurs propres tests y eurent révélé la présence du SV40 et quand les travaux de Girardi furent connus. Hilleman, alors directeur scientifique de Merck, demanda une nouvelle fois en vain à son autorité de tutelle, Division of Biologic Standards, DBS, de suspendre la production de tous les laboratoires. Ce n'est que lorsque la DBS trouva des SV40 dans des lots de Park Davis que ceux-ci durent suspendre à leur tour leur production. Donc, lorsque le Times publia son article en juillet, les deux sociétés avaient déjà arrêté leur production depuis plusieurs semaines. Le National Cancer Institute des États-Unis, non seulement l'organisme a émis un avis reconnaissant la possibilité que le virus SV40 soit associé au cancer chez l'homme, source News from the NCI, Simian virus 40 and human cancer, newscenter.cancer.gov, cancer.gov. Les vaccins contre la polio utilisés aujourd'hui ne contiennent plus de SV40 et ce depuis 1963. Affaire vaccin de Cutter. Les laboratoires Cutter sont une société pharmaceutique située à Berkeley, en Californie, fondée en 1897 par Edward Ahern Cutter et rachetée par Bayer en 1974. Le 12 avril 1955, après des essais cliniques réussis pour le vaccin contre la poliomyélite, les laboratoires Cutter font partie des entreprises auxquelles le gouvernement des États-Unis accorde l'autorisation de produire le vaccin formulé par Jonas Salk. Anticipant la demande de ce vaccin, les sociétés avaient déjà produit les stocks de marchandises en attendant de les livrer dès que la licence serait signée. Le drame sanitaire, connu sous le nom d'incident de Cutter, Cutter Incident, concerne des lots de vaccins contaminés par le virus vivant de la poliomyélite.
malgré des tests de sécurité probants. Après leur vaccination, des patients ont signalé des cas de contamination et les laboratoires Cutter retirèrent leur lot du marché. Le 27 avril, par erreur, Cutter avait livré 120 000 doses contenant le virus actif. Parmi les enfants vaccinés, 40 000 ont développé la poliomyélite abortive et 56 la variante paralytique, dont 5 décès. Source: Nathanson N. et Langmuir A.D. The Cutter Incident Poliomyelitis Following formaldehyde inactivated poliovirus vaccination in the United States during the spring of 1955. Relationship of poliomyelitis to Cutter vaccine. AM.J.HYG. Volume 78, 1963, pages 29 à 60, PMID 140 435 45. À bientôt pour une prochaine vidéo.